Quid des personnes privées des libertés en droit positif congolais, appelées communément des détenus au niveau de police nationale congolaise? Nous allons parler avec deux praticiens du droit. Maître Célestin Kassala, bienvenue. Merci. Voilà. Maître Serge Bavouré, bienvenue. Merci. Voilà. Et vous savez très bien, vous deux, vous êtes membres de l'ONG Promotion des droits humains Arche d'Alliance. C'est ça? Bien sûr. Oui, mais en fait, avant qu'on entre dans les vifs de notre sujet, un peu en quelques lignes, c'est quoi l'Arche de l'Alliance, cette ONG? Merci de la question. Je vais commencer par saluer vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent au Congo et ailleurs, à l'étranger. Pour répondre à la question, Arche d'Alliance est une organisation de la société civile qui a été créée en 1997, 97 comme disent les Belges, dans le sud Kivu. Et donc c'est là que l'ONG Arche d'Alliance a vu le jour. Elle a été créée par ses membres fondateurs, tous juristes. Et donc nous avons actuellement notre siège qui est établi à Kinshasa, mais nous sommes opérationnels dans 8 provinces, en tout cas sur les 26 qui composent la République démocratique du Congo. Voilà, Maître Serge Bavouré, vous êtes là aujourd'hui, nous sommes en train de parler de droits des détenus. Est-ce qu'on aimerait quand même beaucoup plus savoir par rapport à ce droit en République démocratique du Congo, parce qu'il s'observe certainement certaines déviations, certaines violations des textes à la matière. Vous, qui êtes praticien du droit, qu'est-ce que vous pouvez certainement éclairer nos téléspectateurs? Alors, merci pour la question. Alors, quand on parle des détenus, nous les voyons sous 3 angles, effectivement. Alors, au niveau de la police, nous avons les détenus qu'on appelle les gardés à vue. Donc, la garde à vue, effectivement, qui est une période, une mesure privative de liberté qu'un OPJ prend pour continuer les enquêtes, de poursuivre les enquêtes qu'il a dans un dossier. Il poursuit quelqu'un qui est accusé de faits infractionnels. Alors, il y a au niveau du parquet ce que nous appelons les détenus également. Au niveau de la police, ce sont des suspects, mais au niveau du parquet, ce sont des inculpés. Nous les appelons les prévenus. Ils sont mis sous mandat d'arrêt provisoire et ils vont dans une maison d'arrêt. Nous n'en avons qu'une seule ici à Kinshasa, qui est la prison de Makala. Mais il y a aussi des détenus définitifs qui ont été condamnés par un jugement définitif. Là, ils sont en train de purger leur peine. Alors, dans toutes ces 3 catégories, les détenus ont des droits reconnus par la Constitution et par beaucoup des instruments juridiques internationaux. Ils ne peuvent pas être torturés. Non seulement être torturés, mais ils ont droit à ne pas être soumis à des peines, à des traitements cruels, inhumains, dégradants. Ils ne peuvent pas être... ils ont droit à l'accès à leur famille, ils ont droit à la communication, aux soins médicaux, ils ont droit de connaître les faits dont ils sont reprochés. Quand on arrête quelqu'un, l'OPJ ou le ministère public au niveau du parquet... Mais tout ça, ce sont des théories. Est-ce que vous, en tant que membre de cette ONG, est-ce que vous donnez à pouvoir mener toutes ces enquêtes s'il y a réellement respect de tout ce que vous êtes en train d'énumérer? C'est ce que nous sommes même en train de faire dans les projets que nous exécutons actuellement avec le financement de l'Union européenne et l'appui technique de RCN Justice et Démocratie. Alors, ce projet, c'est un projet de lutte contre la torture et autres traitements cruels, inhumains, dégradants. Nous avons un paquet d'activités dans ces projets. Alors, plus précisément, les monitoring délais de détention. Là, nous appelons CACHO, les amigos de la police nationale congolaise, que nous monitorons fréquemment. Nous appuyons également les activités des magistrats. C'est vrai nous allons revenir. Il y a un constat amer qui s'est fait que la plupart des cachots, les cachots de la police nationale congolaise ne remplissent aucun critère de viabilité et sont incommodes. Il n'y a aucun respect des droits de l'homme. Et tout ça, c'est ça le problème, parce que tout ce que vous parlez, les respects patati, mais on se rend compte que sur terrain, c'est autre chose. Maître Célestin Kassala, précisément, doit être un détenu, ou précisément, doit avoir lieu la détention selon la loi? Sur pied de la loi,
les lieux pour garder à vue, c'est bien les cachots tenus par un officier de police judiciaire. Les cachots. Voilà. Pas au niveau des Makala. Non. En tout cas, parlant de la garde à vue, les lieux consacrés par la loi, c'est les cachots. Garde à vue, c'est de combien? 48 heures? C'est 48 heures le délai légal. Il est de 48 heures. Peut-être que si on a le temps, on va revenir en profondeur par rapport à cette question du délai. Mais je voudrais, pour terminer, par rapport à votre question, dire que les lieux de détention ou pour garder à vue les suspects, c'est bien les cachots tenus par un OPJ. Mais il faut tout de suite préciser que ces cachots doivent être quand même salubres. Ce n'est pas des cachots qui ne Mais garantissent actuellement, pas. ces cachots, tels que vous les dites, là, ça laisse à désirer. Il y a des odeurs nauséabondes. Les gens qui vivent là-bas, la plupart sortent malades. Et est-ce que ça ne contredit pas ce que vous êtes en train de mener comme lutte? C'est un constat vrai et c'est un constat amer que nous avons nous-mêmes fait par l'expérience avec l'activité que nous menons dans le cadre du projet. Il est un fait que les cachots tels qu'ils se présentent au niveau de la ville de Kinshasa et même ailleurs posent problème. Il y a un problème de promiscuité, il y a un problème d'aération, il y a un problème d'hygiène. C'est beaucoup de choses que nous avons relevées et pour lesquelles nous œuvrons dans le sens d'obtenir des changements au niveau des acteurs judiciaires, parce qu'il faut dire que le procureur général, c'est lui qui a le pouvoir de veiller. En fait, je veux dire que l'OPJ relève du procureur de la République ou du procureur général. Et donc, il appartient au procureur général de veiller à ce que les cachots soient tenus dans les conditions qui garantissent le respect des droits Tout humains. ça, ce ne sont que des théories. Tout ça, ce ne sont que des théories. Mais vous ne voyez pas que le travail que vous êtes en train de faire, ça ne produit pas. C'est quoi les résultats de ça? C'est quoi les résultats de ça? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous partez dans des cachots, c'est que vous dénoncez, vous allez le trouver là-bas. Oui, voilà. Alors, à quoi bon? On peut vous donner peut-être un agrément pour que vous fonctionniez en RDC alors que le droit des détenus ne sont pas respectés. Absolument. Alors, je voudrais achever mon idée. C'est le travail que nous faisons même, de sensibilisation, d'explication, en plus de ce que nous faisons en termes d'accompagnement des acteurs judiciaires, des autorités publiques. Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'ONG en ce sens-là, mais jusque-là, rien ne change. Vous verrez qu'il y a des causes. Peut-être qu'on va y revenir. Allez-y. Il y a beaucoup de choses. En premier, c'est d'abord un problème par exemple, au niveau des cachots. S'il y a un suivi régulier du magistrat auprès de l'OPJ, c'est déjà un effet dissuasif qui peut faire en sorte qu'il n'y ait pas ces cas-là ou peut-être qu'il y ait moins d'abus au niveau des OPJ. Mais il y a une autre cause, le manque de formation. Les OPJ, pour la plupart, c'est des agents qui ne sont pas assez formés sur le travail qu'ils sont amenés à faire au regard de la loi. Il y a un problème de recyclage. Ceux qui sont formés, et ils le sont une fois, et sur 5 ans, 10 ans par exemple. C'est des choses qui sont en train d'être élevées en termes de causes, mais il y a beaucoup plus que ça. Mais il y a aussi au niveau même de la population une sorte de méconnaissance des droits. Tout ça, c'est un paquet de problèmes qui fait que la situation, ou en fait les conditions de détention, surtout au niveau de la garde à vue, ne sont pas... Est-ce que vous êtes fier, M. Kabouré, parce que tout ça, est-ce que vous êtes vraiment fier de votre travail? Parce que oui, ONG Arche d'Alliance, vous n'êtes pas les seuls. Il y en a plusieurs qui travaillent dans le respect des droits humains. Et toujours avec tout un chapelet de bonnes intentions, nous voulons tenir salubre les cachots, mais ils sont là, ils peuvent faire 5 ans, 10 ans. Les cachots demeurent toujours. Le mouroir de certains détenus. Alors, vous devez savoir que les changements, c'est un processus. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Malheureusement, pour nous, nous ne sommes pas à la place des décideurs. Nous ne pouvons qu'avec des actions de plaidoyer, parce que nous n'évoluons pas à vase clos. Nous sommes dans une grande coalition des ONG contre la torture. Alors, mais contre la torture continue à oui, elle continue. Il y a des cas légion ici. Malheureusement,
et que nous Donc, dénonçons. vous aviez failli à votre mission. Nous n'avons pas failli. Alors, parce que c'est que nous... La torture sous 21e siècle, Oui. alors qu'il y a des ONG qui sont là. Malheureusement, comme je viens de le dire, ce n'est pas à nous de faire appliquer les instruments juridiques. Là, je parle de la Convention. Mais de vous n'avez Genève même pas dénoncé. de On a 84. vu la toute dernière torture, Oui. les cas d'Olivier Mpungu. On l'a fait. Et jusque-là, Et même, soit dit en passant, on a un avocat, parce que Maître vous l'a dit, on n'évolue pas en vase clos. Nous évoluons dans le cadre d'une coalition des ONG qui vous n'avez militent pas en dénoncé faveur- ça médiatiquement comme les autres. Si, nous l'avons fait, nos peut-être canaux. que vous n'êtes pas au On a courant. dénoncé et on a même fait plus parce qu'on a commis un avocat de la coalition pour assister la partie Parce que Oui. nous, c'était les réseaux Oui. sociaux, peut-être ces cas-là, ces cas allaient passer inaperçus. Alors. On ne connaîtrait pas ça. Alors que vous êtes là, par contre, c'est vous qui allez certainement commencer à dénicher ces cas. Mais nous Parce que dénonçons. des Il y cas a- sont légion. Nous sommes journalistes, Voilà. nous recevons beaucoup de plaintes. Et lorsqu'on reçoit des plaintes, on se dit, mais où sont les organismes des droits de l'homme qui, chaque fois, qui nous cassent des tympans pour parler du respect des droits humains, alors que même, c'est comme s'ils ne font pas leur travail. Alors, je vais vous informer que ce que vous dites est vrai, mais nous ne pouvons pas être aussi partout. C'est vrai qu'il y a d'autres ONG qui font la même activité dans le même domaine, mais je vais vous informer que nous avons beaucoup de cas au niveau de l'auditorat des garnisons de Gombe, auditorat supérieur de Matete. Nous avons beaucoup de cas, beaucoup de victimes dont nous assistons. Nous avons commis des avocats, nous assistons non seulement juridiquement, judiciairement, mais aussi médicalement, c'est-à-dire la victime qui est torturée, nous la prenons en charge. Non seulement médicalement, mais aussi psychologiquement. Et enfin, nous faisons une réinsertion socio-économique dans la société, c'est-à-dire la personne qui est torturée, c'est-à-dire qu'elle a été un peu dépouillée de tout ce qu'elle avait, elle peut être amputée d'un organe vital. Alors non seulement que nous la soignons, mais aussi nous contribuons à ce qu'elle puisse être installée, donnant des microfinances. C'est-à-dire nous faisons notre part, mais c'est à l'État de faire la plus grande part. Il a signé des accords, des conventions internationaux pour assurer le respect des droits de l'homme, mais malheureusement nous voyons que l'État dans sa globalité, là ce n'est pas seulement le président de la République, mais il y a aussi des ministres sectoriels de l'intérieur, défense, droits humains, justice. C'est à eux de faire leur part des choses, des responsabilités, leur part des tâches. Nous faisons des actions de plaidoyer, comme vous dites, qu'est-ce que vous faites? Nous faisons des actions de plaidoyer envers ces autorités étatiques. Nous les disons, voilà, dans des cachots, selon nos rapports, selon nos monitoring, dans tel cachot, on dépasse toujours les délais de 48 heures. Dans tel cachot, on commet toujours des actes de torture, autres mauvais traitements. Et nous verrons qu'il y ait changement. Voilà, vous voyez qu'il y a changement, je vous garde toujours. Oui. Alors, lorsque un OPJ ne respecte pas le droit des détenus, c'est quoi la sanction? Alors, qu'est-ce qui est prévu? La sanction, elle est d'abord pénale. Parce qu'il y a au niveau de l'article 67 de la loi pénale, un OPJ qui détient un détenu au-delà de 48 heures commet la détention illégale. Parce qu'au-delà de 48 heures de la garde à vue, il doit soit libérer le gardé à vue ou soit transférer le dossier au parquet pour disposition et compétence. Et au-delà de ça, un OPJ qui commet un acte de torture ou autre mauvais traitement, il est puni sur base de l'article 48 terre et consort de la loi de 2011 incriminalisant la torture. Ce sont des peines trop lourdes que le législateur a prévues pour décroyer ce genre de comportements criminels. Nous constatons qu'il y a certains détenus qui sont transférés à la prison centrale de Makala. C'est quoi? C'est une violation? Les détenus qui sont... Bon, un détenu transféré par le parquet. Oui, mais ce n'est pas une violation parce que si ça suit le cheminement normal, c'est-à-dire le gardé à vue a été transféré au parquet, dans les délais bien sûr, et le magistrat instructeur, dans les 5 jours, l'accord a fait un mandat d'arrêt provisoire, et dans les 5 jours, il doit aller prendre devant la chambre de conseil pour vérifier sa détention, la légalité de sa détention. Mais ce n'est pas une violation, si seulement ça se Même au niveau de ces percas, il y a aussi des détenus. Il y a des détenus, oui, mais il y a surtout les détenus préventifs. Ceux qui sont mis sous mandat d'arrêt provisoire. C'est-à-dire au niveau du parquet, pour permettre au magistrat de continuer ses enquêtes, le magistrat peut
Et quand il y a les motifs raisonnables de culpabilité de l'inculpé. Mais quand est-ce qu'il devient prévenu? Il devient prévenu quand il est présenté devant le tribunal. Quand le magistrat, au bout de ses enquêtes, il fait une requête aux fins de fixation au niveau du tribunal. Là, le détenu, il devient maintenant prévenu. Là, il est maintenant devant le juge pour maintenant dire le droit par rapport aux infractions que lui, le ministère public, va requérir. Voilà. Alors, est-ce que vous avez ajouté par rapport à ce qu'il a dit? En fait, pour revenir un peu sur la question qui concerne la dénonciation, Okay. les dénonciations, je voulais ajouter, en fait, la dénonciation, c'est en aval, en aval. Mais en amont, il y a le travail, il faut travailler sur les causes. Parce qu'on dénonce, oui, on le fait déjà suffisamment. Mais si on ne travaille pas les causes, les mêmes problèmes vont revenir. Et c'est comme ça que nous disons, pour travailler sur les causes, il faut sensibiliser, il faut former les OPJ. Ils doivent connaître les droits des personnes gardées à vie. Et c'est quoi ces droits par rapport Il y a d'abord, le premier des droits, c'est d'être informé des motifs pour lesquels on est arrêté. Ça, c'est les réflexes qui doivent caractériser tout. Et lorsque un OPJ parvenait à arrêter quelqu'un, il doit avoir aussi un mandat. Bon, en fait, c'est selon les cas. En cas de flagrance, par exemple, il n'est pas nécessaire qu'il soit muni d'un mandat. Mais les mandats, il ne les délivre pas. Il l'obtient du procureur dont il relève. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que informer des motifs, il y a un droit subséquent qui vient. Il faut que les prévenus, plutôt la personne gardée à vie, qu'on appelle à ce stade suspect, parce qu'à ce stade, comparativement aux prévenus c'est au niveau du tribunal, mais au niveau de la garde à vue, on parle des suspects. Alors, les suspects a le droit de se faire assister par un avocat de son choix, conseil soit-il. Et donc, à tous les stades de la procédure. Donc, on ne peut pas les priver d'avoir un avocat. Non. Ici, la particularité avec la Constitution de 2018, c'est qu'on a en fait consacré l'assistance juridique à tous les stades de la procédure préjuridictionnelle, y compris au niveau de ce qu'on appelle ici des cachots, des services spéciaux et consorts. Et donc, on ne peut pas priver à un suspect de se faire assister par un conseil de son choix. Mais il faut aussi laisser le libre choix au suspect d'entrer en contact avec sa famille. De communiquer avec sa famille. Mais dès lors qu'il est là et que vous l'arrachez son téléphone, comment il va communiquer? Parce que quand vous êtes là, on vous arrache tout. Vous arrachez le téléphone, on vous arrache et vous êtes là, vous êtes injoignable. C'est vraiment ça même les problèmes, la problématique. Donc, c'est un problème de connaissance des droits. Et là, c'est l'axe, en fait, les pivots au niveau de cette problématique, c'est trouver l'OPJ qu'il faut former sur les droits. Parce que si on ne connaît pas les droits des personnes privées de liberté, on ne va pas laisser les prévenus ou les suspects jouir de ces droits-là ou se prévaloir de ces droits. C'est comme ça et nous disons qu'il faut un travail de sensibilisation. Mais quand vous les laissez causer, et puis, c'est quoi la différence entre celui-là qui vous laissez tout et celui-là qui n'est pas arrêté? Parce qu'il faut qu'il sente qu'il est arrêté pour un fait et que lorsqu'on essaie un peu de restreindre même sa communication, de restreindre d'entrer en contact avec certaines personnes, ça a aussi un effet psychologique sur les suspects ou les détenus. C'est justement ça les abus, parce qu'à ce stade... C'est un abus ça aussi? Oui, parce que vous connaissez les principes, les présomptions d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un juge. Et donc, à ce stade, il est encore suspect. Et déjà, le fait de mettre la main sur lui, les priver de sa liberté plutôt des mouvements, retour et tout ça, c'est déjà suffisant. Alors, pourquoi interdire à quelqu'un de communiquer si déjà vous avez les contrôles sur lui, sur ses mouvements? Il ne peut pas sortir, il est à votre disposition. Il peut communiquer sous votre surveillance avec sa famille, ne serait-ce qu'informer de sa situation. Parce que sinon, comment il va se faire assister? Sinon, comment il va se faire nourrir? Sinon, il y a un paquet de droits dont il peut se prévaloir, mais qui
peuvent être apportés par sa famille. Et donc, si la famille n'est pas informée, ça pose un problème. Voilà, ça pose un problème. Mais non, pour mettre fin à ça, Maître Kavouré. Voilà, Bavouré, voilà. Je m'excuse d'avoir aussi massacré votre nom. Le fait de massacrer votre nom, c'est aussi une infraction pour ça? Bon, je pense. Hein? Droit au nom. Hein? Non, moi, je pense Et pas. voilà, effectivement. Alors, comment mettre fin aux violations des droits des détenus dans divers cachots ou dans divers endroits? Alors, la première des choses, c'est, comme l'a dit M. Célestin, mon collègue, c'est de procéder à la formation parce que les nouveaux OPJ nouvellement recrutés ne sont pas formés. C'est quelqu'un, commissaire, ah, toi, tu as diplômé d'État, oui, allez, assis-toi là-bas, prends la chaise, prends les cahiers, commence à auditionner. Il n'y a pas de formation. Pour ceux-là qui sont assermentés, ont l'habilitation, il n'y a pas de recyclage de temps en temps par, normalement, leur chef direct, c'est le procureur de la République. C'est comme ça que nous, ONG, en tant soit peu, nous suppléons à cette carence-là. Il faut la formation. Des deux, il faut qu'il y ait des contrôles réguliers au niveau des magistrats du parquet parce qu'ils ont un travail routinier de contrôler ces cachots, de contrôler le travail des OPJ et aussi, parce que quand il faut la descente, nous appuyons bien sûr ces contrôles-là sur quelques parquets, nous parlons de Kalamu, nous parlons de Njili, ainsi que Kinkole. Quand il faut vraiment qu'il y ait violation des droits de l'homme, droits des détenus, dépassement des délais, la plupart des magistrats libèrent sur le place. Donc s'ils le font fréquemment, 1 ou 2 fois par semaine, ça peut, un temps soit peu, causer la diminution de ces violations. Mais il y a également l'impunité. Parce que l'OPJ, il se permet de commettre tous les actes possibles. Les procès en cours nous en dit plus. Parce qu'ils considèrent la torture comme un fait normal. Donc ils considèrent comme un détenu a droit d'être torturé, pendant que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le cas. Et si un monsieur comme ça, son chef lâche d'abord les sanctions disciplinairement et au niveau supérieur, il est face à ses responsabilités au niveau de l'auditorat, ça peut diminuer. Alors, on a fini avec vous quelques minutes seulement, ou secondes, hein, parce qu'on fait déjà signe de la fin de l'émission. Oui. Quelques secondes. Peut-être pour ajouter rapidement à ce que Maître a déjà dit, il faut aussi, nous pensons à notre niveau, vulgariser la loi portant criminalisation de la torture. Cette loi qui a été promulguée en 2011 et qui criminalise la torture en tant qu'infraction autonome. Parce qu'avant, c'était une infraction qui faisait... Merci beaucoup, Maître Kassala Madila, de votre passage. Maître Serge Bavouré, merci beaucoup pour pouvoir nous éclairer sur le droit des détenus en République démocratique du Congo. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.